Alors, quand on a préparé cette table ronde, on a échangé sur un certain nombre d'éléments. Et donc, ce que vous nous avez proposé tous les deux, c'était peut-être d'essayer de partir un peu de différents questionnements. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on entend par éthique? Donc, je trouve que ça peut être intéressant de croiser vos propos, la façon dont vous pouvez effectivement nous amener sur ce terrain-là. Et puis aussi, à tous les deux, quelles approches d'éthique appliquée vous pouvez nous proposer. Et puis finalement aussi les ressources, parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de ressources et de potentialités autour de ces questions-là. Et dans un troisième point, Fabrice, Xil, vous nous avez proposé peut-être de mobiliser un angle très, très intéressant et qui préoccupe aujourd'hui les acteurs ici présents dans cette salle, c'est de mettre en discussion ces questions d'éthique et d'autodétermination sous l'angle de la transformation des ESAT. Et donc, peut-être, on le verra, mettre en discussion la question de la promotion du pouvoir d'agir des personnes et des travailleurs en situation de handicap. Merci Stéphanie, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous. On va aller vite parce qu'on n'a qu'une heure. Et je voudrais poser ce qui, moi, m'apparaissent des repères sur cette première question qu'a posée Stéphanie. C'est comment on peut décrire l'éthique, comment on peut très concrètement se représenter ce qu'elle est. Ça a été rappelé en introduction, l'éthique elle a à voir avec nos comportements, avec nos conduites, que ça vienne du grec ethos ou du latin les mœurs, mos, mores, les mœurs, ça a à voir avec notre conduite, donc elle est appliquée, elle est d'emblée pratique, ça a à voir avec la façon dont on se comporte, dont on se conduit. Je vous propose 3 niveaux pour la décortiquer. L'éthique, c'est d'abord, de la manière la plus évidente, c'est un cadre normatif. C'est un cadre normatif qu'on partage, qui peut être un cadre déontologique, qui peut être un cadre légal. Je pense que pour l'UNAPI, votre cadre normatif éthique, c'est en grande partie le Code de l'action sociale et des familles, le Code de la santé publique, le Code civil à certains égards pour la protection juridique des majeurs. C'est un cadre déontologique, légal. C'est pour ça aussi qu'il y a des chartes, pour ça qu'il y a aussi des déclarations. Donc l'éthique, elle a cette dimension d'être un cadre normatif qui sont en gros les grands repères avec lesquels on travaille. C'est un certain nombre de règles, un certain nombre de principes, un certain nombre de prescriptions et d'interdictions, des choses qu'on vous demande de faire, essayer d'informer, de recueillir le consentement des personnes, des choses qu'on vous interdit de faire. Ne communiquez pas des informations confidentielles personnelles que vous avez recueillies sur les personnes que vous accompagnez dans l'exercice de vos fonctions. Un cadre normatif, des règles, des principes proches du droit, de la morale, de la déontologie. Ce cadre normatif, il évolue. Et on a eu, au début des années 2000 en France, une espèce de Big Bang normatif que vous connaissez tous. La loi du 2 janvier 2002 dans le médico-social, celle du 4 mars 2002 dans le champ de la santé, celle du 5 mars 2007 dans le champ de la protection juridique des majeurs, les 2 lois de 2005 sur la fin de vie et sur les personnes en situation de handicap. On est passé d'un modèle d'accompagnement de soins qui était paternaliste, qui était protecteur, qui visait à protéger des personnes vulnérables, à un cadre normatif qui nous dit il faut être plus autonomiste, il faut davantage respecter les droits, les libertés, les choix des personnes soignées et accompagnées, qu'on soit malade, la loi Kouchner, qu'on soit accompagné dans le social ou le médico-social, qu'on fasse l'objet d'une mesure de protection juridique avec l'émergence d'un certain nombre de mots-clés, autodétermination, participation, choix, information, personnalisation. Donc c'est ce cycle législatif qui a totalement changé le cadre normatif dans lequel on travaillait et on est encore en train d'essayer de comprendre les implications de ce changement de cadre normatif qui n'est pas du tout évident. Donc premier élément, l'éthique c'est un cadre normatif, mais un cadre normatif qui évolue et qui a évolué. Deuxièmement, c'est pas que ça évidemment l'éthique et c'est aussi
est fortement un questionnement, c'est une réflexion. C'est ce qui distingue l'éthique de la morale. La morale est injonctive, elle vous dit tu dois, tu ne dois pas. L'éthique fait un peu ça de temps en temps quand elle est un cadre, mais elle est aussi un questionnement, une réflexion individuelle et collective. C'est vous, comme administrateur, comme directeur, qui réfléchissez à ce que l'organisation est en train de reproduire. C'est vos salariés, les bénévoles qui s'interrogent. Et à ce moment-là, ce questionnement, il a une formule très simple. Comment agir pour bien agir ? Que faire pour bien faire? Comment agir pour bien agir? C'est-à-dire, on interroge le sens, la valeur de ce qu'on fait, le sens, la valeur de sa conduite. Ça peut être dans des dimensions individuelles, dans la relation à autrui. Est-ce qu'on a pris une bonne décision pour cette personne accompagnée-ci? Et ça peut être sur l'organisation. Est-ce qu'on traite bien ce problème? Est-ce que, par exemple, sur la question du respect des droits à l'information des personnes, on est bon dans notre organisation? Est-ce qu'on travaille correctement? Donc là, c'est l'éthique comme questionnement, comme interrogation individuelle et collective. On va revenir sur la forme, mais ça peut prendre une forme, ça peut se structurer dans des comités, des espaces de réflexion éthique, mais c'est d'abord vous, dans votre propre questionnement individuel existentiel. Est-ce qu'on fait bien? Est-ce que j'ai bien fait? Comment faire pour bien faire? Et troisièmement, l'éthique n'est ni seulement un cadre normatif, ni seulement un questionnement. À mon avis, et le mot a été prononcé par Stéphanie à l'instant, elle est d'abord un engagement. Si vous disait qu'elle est d'abord un questionnement, vous diriez, il y a de l'éthique quand on parle, quand on discute, quand on réfléchit. Non, il y a d'abord, ou il n'y a pas d'abord de l'éthique, s'il y a un engagement, s'il y a des personnes, vous, administrateurs, directeurs, vos salariés, qui sont déterminés à essayer d'aider, soigner, accompagner, protéger des personnes réelles. Et donc, c'est dans cette intention d'aider, intention de soulager la douleur, la souffrance, il est là cet engagement éthique. Et l'éthique, c'est d'abord cet engagement. Il y a des organisations, je ne vais pas revenir sur un documentaire qui passe sur France Télé hier ou ce soir, sur un groupe de maisons de retraite qu'on ne va pas rappeler, où l'éthique avait proprement et simplement disparu. Elle n'avait pas disparu comme questionnement, il y avait des réflexions. Elle n'avait pas disparu comme cadre normatif, on affichait sur les sites internet des grands principes éthiques. Elle avait disparu comme engagement, comme façon de se rendre au service, d'agir au service d'autrui. Donc, cet engagement-là, il est fondamental. Cet engagement-là, c'est ce qui fait que de temps en temps, on se questionne. Parce que si on est un mercenaire, si on est dans une logique purement égoïste, on ne se questionne jamais. Et il n'y a pas de questionnement, il n'y a pas de cadre s'il n'y a pas de questionnement. Donc, l'engagement, il est premier. Donc, je vous propose de définir l'éthique, vous avez compris, un engagement qui se questionne dans un cadre normatif. On va faire très simple, mais comme ça on a les idées claires au début. L'éthique, un engagement qui se questionne dans un cadre normatif qui évolue. Et je vais pluraliser engagement. J'ai dit un engagement, à mon avis, c'est des engagements. Vous avez vous-même, comme salarié, avec vos conseils d'administration, avec vos équipes de salariés, comme administrateur, pardon, avec vos conseils d'administration, et puis comme manager avec vos équipes, vous avez des pluralités d'engagement. Vous avez des gens qui sont portés, qui se lèvent le matin en venant travailler. Ils donnent un sens parfois un peu différent des autres à ce qu'ils font. N'oublions pas ici l'engagement des personnes accompagnées elles-mêmes. Qu'est-ce qu'elles veulent, à quoi elles sont attentives. Dans nos vies, on a une forme d'engagement éthique qui est ce qu'on essaye de promouvoir dans sa vie, ce qu'on essaye de répandre autour de soi, ce qu'on essaye de faire vivre par sa conduite. Donc les professionnels sont porteurs d'un engagement. Les bénévoles le sont également, et les familles, les personnes qui sont accompagnées sont aussi porteurs d'un engagement, et ça fait le lien avec l'autodétermination. Les valeurs dont elles sont porteuses, ce qui leur tient à cœur, ce qui est important pour elles, c'est ça notre engagement, on le traduit dans des actes. Et donc c'est l'éthique comme des engagements qui se questionnent dans un cadre normatif. Merci beaucoup. Alors peut-être on va poursuivre avec le regard de Christine. Merci. Bonjour à tous. Donc je suis complètement, j'abonde complètement dans le sens des propos de Fabrice. Je dirais que ce que j'utilise beaucoup dans les associations et les organisations que j'accompagne, c'est
Alors, il y a beaucoup de définitions de l'éthique. Celle que j'utilise le plus, donc dans les pratiques travail social et médico-social, c'est la définition de Paul Ricoeur, dans Soi-même comme un autre, la visée de la vie bonne avec et pour autrui dans des institutions justes, où on a vraiment la dimension de la vie bonne accomplie en tant que personne, en tant que citoyen, en tant qu'homme, femme, parent, professionnel, avec et pour les autres, où on retrouve vraiment la dimension de l'altérité, de ce qui nous engage dans le rapport à l'autre, dans les pratiques du travail social et du travail médico-social, dans des institutions justes que représente toute la médiation par le cadre et la société. Cette définition, je m'en inspire beaucoup à partir du moment où dans les organisations et les institutions, on va toujours être saisi par rapport à des situations qui vont venir interroger, qui vont venir questionner le cadre normatif que vont fixer le droit, comme le disait Fabrice, la morale, la déontologie. Et donc comment finalement l'éthique, elle va venir essayer d'interroger un petit peu tous ces touillons, toutes ces brèches qui peuvent aussi être ouvertes ou laissées ouvertes par le cadre normatif qu'imposerait le droit, la morale ou la déontologie. Souvent, dans la façon dont je vais expliquer l'éthique, je reprends un terme qui n'est pas de moi, qui est un terme d'un collègue que j'aime beaucoup dans les Hauts-de-France, qui s'appelle Grégory Aiguier, et qui parle de l'éthique comme le caillou dans la chaussure, c'est-à-dire ce qui continue de faire mal quand on se lève le matin et qu'il s'agit d'aller au travail, alors qu'on a examiné les textes, on se sent au clair avec les textes et avec le droit étant effectivement le droit général et le droit particulier comme le Code de l'action sociale et des familles ou le Code de la santé publique, mais le droit pouvant être aussi les contours d'un projet associatif, les contours d'un projet d'établissement ou de service et les contours d'un projet personnalisé. Donc ce cadre normatif nous semble clair, en tout cas son application nous semble aller de soi. Il n'empêche qu'il y a quelque chose qui vient faire caillou dans la chaussure. Pareil pour les principes moraux et la déontologie, c'est qu'est-ce qui continue de faire mal quand on a finalement tout interrogé. Sur la définition de l'éthique, on en a déjà parlé à plusieurs reprises ce matin, la question des valeurs, c'est-à-dire que s'il y a éthique, il y a forcément tension entre des valeurs qui pourraient qui prennent la même importance ou le même niveau d'importance à un moment donné dans une situation singulière. Donc on aura toujours cette dimension du conflit de valeurs. On a commencé à en parler ce matin via l'intervention de Monsieur Gâteau et on va en reparler dans le courant de la journée. La fameuse opposition liberté versus protection-sécurité. Donc je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler dans le cadre de cette table ronde. Mais finalement, qu'est-ce qui nous semble plus important à mettre en avant dans cette situation singulière qui nous est donnée ? Dans la définition du travail social et médico-social, qui est une définition assez récente puisqu'elle date de 2017 et on la trouve dans le Code de l'action sociale et des familles, on va distinguer des valeurs qui sont les valeurs humanistes, les valeurs qui sont fondées sur le droit et puis les valeurs qui sont plus à rattacher à des principes démocratiques, liberté, égalité, fraternité. Et donc c'est comment parfois ces valeurs vont aussi rentrer en tension. Est-ce qu'il s'agit d'être équitable au sens de respect d'une justice distributive ou est-ce qu'il s'agit finalement de passer outre et finalement de ne pas être dans une équité pure et parfaite mais de peut-être à un moment donné choisir une alternative qui nous permettra de protéger la personne à l'endroit où on estime être dans le respect de sa dignité et de son intégrité. En éthique, il y a toujours aussi la dimension de la complexité. Alors la complexité, pas ce qui est compliqué, pas la pensée binaire telle que expliquée par Edgar Morin, mais ce que dit Edgar Morin, c'est que la complexité, c'est d'abord la pensée dialogique, c'est-à-dire comment des niveaux de complexité vont se superposer et que dans la façon dont on va traiter un point de tension éthique sur la base d'une saisine, on va vraiment essayer de décortiquer tous les éléments de complexité qui rentrent en jeu et qui seront aussi toujours singuliers, puisque en éthique,
On peut partir de principes éthiques fondamentaux et généraux pour finalement faire une éthique qu'on dirait éthique appliquée à partir de situations très singulières et concrètes. Par exemple, un refus de soins en maison d'accueil spécialisée qui sera jamais identiquement le même, qui sera jamais exactement le même, même si le refus de soins est exprimé par la même personne, dans la même institution, avec un environnement qui pourrait être sensiblement le même également. Et puis l'engagement et le questionnement, Fabrice en a parlé, donc je ne sais pas si j'ai encore une minute. Sur l'engagement, je vais pas mal m'appuyer sur ce les collègues des Hauts-de-France parleraient de capacitation, donc qui est aussi quelque chose qui avait été travaillé avec Grégory Heguet et Jean-Philippe Cobot. Et donc sur comment finalement, à travers l'engagement, et donc l'engagement à traiter un point de tension éthique, on est toujours animé par un devoir d'agir, on se doit d'agir au nom de valeurs et de principes qui sont importants pour nous. On veut agir, c'est-à-dire qu'on est engagé, on est animé d'une motivation qui nous engage, et si on se lève avec un caillou dans la chaussure le matin avant d'aller travailler, ce qu'on veut, c'est l'enlever, ce caillou dans la chaussure qui fait mal. Donc c'est bien aussi ce qui nous motive à y aller et à le traiter. Le savoir-agir qui renvoie plus à la question des compétences, des habilités, des savoirs, des savoir-faire. Et donc dans les savoirs, il n'y a pas que les connaissances, mais il y a aussi toute la richesse des savoir-faire de terrain. Les professionnels sont des techniciens compétents et savent faire. Et souvent, ce qui nous contraint, c'est ce fameux pouvoir agir, et je ne parle pas du pouvoir d'agir, mais bien du pouvoir agir, c'est-à-dire comment on va pouvoir aussi s'appuyer sur un environnement qui va mettre autour de nous toutes les ressources nécessaires pour que dans le cadre contraint qui nous est fixé par le droit, par nos principes moraux ou par la déontologie, on puisse trouver un petit peu une manière de trouver les alignements les plus justes possibles ou les moins injustes possibles. Voilà. Merci beaucoup. Je vais profiter peut-être de votre présence à tous les deux, parce que c'est vrai que cette question d'engagement, je suis ravie qu'on se soit effectivement bien croisés sur cet aspect très fort. Moi, j'ai rencontré bon nombre de professionnels, et c'est vrai que la majorité des professionnels que j'ai rencontrés pendant 3 ans étaient tous pleinement engagés. Parfois dans des conditions, vous le savez, difficiles. Et cet engagement jusqu'au plus petit geste du quotidien, de l'intime, autour d'une activité, autour d'un soin, autour d'une toilette, autour d'un repas. Et vous parlez de cailloux dans la chaussure. J'aimerais avoir votre avis et la lecture que vous pouvez faire. Moi, je me suis intéressée au dilemme. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'un dilemme du quotidien, alors si on se place du côté du professionnel, du côté du manager, qui aussi, beaucoup de personnes dans cette salle ont des décisions pas toujours faciles à prendre, des décisions aussi dans des situations d'urgence, de crise. On a aussi des parents qui vivent et qui sont habités et pénétrés de cette grande complexité qui est l'accompagnement d'une personne en situation de handicap. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, un dilemme, une préoccupation, un questionnement, un conflit de valeurs devient un dilemme éthique? Je repars un peu plus haut, si vous voulez bien. Vous allez, si j'ai bien compris, l'UNAPEI est en train d'initier la dissémination d'une démarche éthique dans l'ensemble de l'organisation. Et donc ça pose cette question de qu'est-ce que ça signifie, et puis pourquoi on le fait, et pourquoi c'est important, et à quelles conditions ça peut avoir du sens. Il y a une première raison de disséminer la démarche éthique dans une organisation sociale, médico-sociale ou sanitaire aujourd'hui, qui est que les pouvoirs publics le demandent. Dans le secteur sanitaire, c'est devenu un élément de l'accréditation des établissements de santé. Dans le champ social et médico-social, il y a un critère d'évaluation externe qui porte sur la question éthique. Donc vous pourriez avoir une logique purement externe d'application. On va m'évaluer là-dessus, donc je vais, un peu en catastrophe,
prof, créer un comité d'éthique, comme ça on pourra cocher la case demandée par la HAS ou l'évaluation externe et on sera bien. Bon. On va partir du principe que si vous avez pris la peine de consacrer une journée à cette question et de traiter le sujet sérieusement, c'est pas seulement en raison d'une visée de conformité externe à quelque chose, de manière hétéronome, que vous vous posez la question. Il me semble que instaurer une démarche éthique dans une organisation comme la vôtre, à mon avis, ça a une visée très précise. Et je vais reprendre les termes que j'ai commencé à poser, c'est de soutenir le questionnement et l'engagement de l'ensemble des acteurs, des professionnels, des familles, des personnes elles-mêmes. Soutenir le questionnement et l'engagement. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de le soutenir? Parce que ce questionnement et cet engagement, ils sont fondamentalement fragiles. Le questionnement, il est fragile parce qu'on a peu de temps, parce qu'on a beaucoup de tâches, parce qu'on est tout le temps dans le faire, et qu'avoir des moments où on arrive à prendre un peu de recul, et j'en viens à votre question, et à examiner ce qu'on fait à l'aune d'un certain nombre de valeurs, ou de principes qu'on essaye de respecter, c'est rare, ça nécessite des étayages, ça nécessite des soutiens, ça nécessite certainement pas une expertise, mais une forme de savoir-faire, une culture éthique. Et donc, soutenir ce questionnement, à mon avis, il est déjà là. Partez du principe, quand vous créez quoi que ce soit qui a une dimension éthique, c'est toujours déjà là. Les professionnels, je suis sûr que les administrateurs, les présidents et les DG qui sont dans la salle sont déjà dans le questionnement, comme vous le dites. Le questionnement, il préexiste. Il préexiste aussi chez vos professionnels. Donc la tâche d'une démarche éthique, elle va être très humble, très modeste. On vient soutenir un questionnement qui nous préexiste, qui est déjà là. On va essayer de l'aider, de l'outiller, et on ne va pas du tout se substituer à ce questionnement qui est celui des professionnels et des équipes et de l'organisation. Donc humilité. Et soutenir l'engagement. Cet engagement, il est très fragile. On l'a vu pendant le Covid, par exemple. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans le cadre d'une mission ministérielle sur les EHPAD pendant le Covid. L'engagement des soignants, il était extrêmement mis à mal. Il nous disait tout ce qu'on a construit comme culture gérontologique depuis le début des années 2000, individualisation, personnalisation, rapport humain, lien avec les familles, pas seulement de la gériatrie mais de la gérontologie, tout était mis à mal par des interdiction, suspension des visites, interdiction des activités, repas en chambre, etc., qui étaient nécessités par la réaction, bien entendu, et la protection du virus, mais ils avaient le sentiment que tout ce qu'ils avaient essayé de mettre en place, leur culture, leur engagement d'accompagnement gérontologique était complètement sapé. Il peut aussi être sapé par des conditions de travail qui sont difficiles, par des sous-effectifs, par un manque de dotation, par un manque de formation. Cet engagement-là, c'est-à-dire ce qui fait que les professionnels qui travaillent dans vos organisations ont envie de se lever le matin, ont envie de venir travailler chez vous et sont porteurs d'un certain nombre de valeurs, il est fragile. Et la démarche éthique, elle vise humblement à soutenir ce questionnement et aussi cet engagement à faire qu'ils continuent de trouver un sens à venir, un sens à ce qu'ils font, qu'ils comprennent le sens partagé de ce qui se fait dans l'organisation et que ça les porte, que ça leur donne envie. Donc il y a une visée qui soit à peu près claire, qu'est-ce qu'on essaye d'apporter aux personnes dont on prend soin, et le sens d'une action qui est à peu près clair et qui est à peu près partagé. Donc il me semble, ça c'est le cadre général, hein, il me semble que voilà, impulser cette démarche éthique, c'est soutenir un questionnement et un engagement, ou des questionnements et des engagements qui nous préexistent avec beaucoup d'humilité, beaucoup de prudence, parce qu'ils sont très fragiles. Et on peut remplacer le questionnement par des protocoles, et on peut remplacer l'engagement par de la robotisation et une déshumanisation, et accomplir les tâches sans être présent à la relation à l'autre, ou sans être présent et sans comprendre le sens de ce qu'on fait. On peut le faire de manière totalement robotisée, de manière totalement distanciée. Donc la démarche éthique, me semble-t-il, quand elle est appliquée, elle vise à soutenir ce questionnement et cet engagement. J'en profite, il me semble qu'une fois qu'on a dit ça, sentez-vous extrêmement libre sur la façon dont vous allez mettre en œuvre cette démarche éthique, et c'est le deuxième point sur lequel on voulait insister, la pluralité des démarches éthiques dans votre secteur. Ce n'est pas réglementé, on espère que ce ne sera pas répété, mais c'est quasiment le seul système d'activité humaine qui ne soit pas encore réglementé. Profitons-en, on a une énorme liberté sur ce que veut dire démarche éthique, il n'y a pas encore des technocrates qui sont venus vous dire la démarche éthique, ça va se faire comme ça, avec
tant de personnes qui vont faire exactement ceci, de cette façon, avec telles étapes, on est libre. Ça ne va pas durer probablement, rêvons pas, mais on a encore un petit moment pour le faire librement. Donc posons les graines d'une démarche éthique qui est libre, ça veut dire prenons la forme que ça, inspirons-nous de ce qui existe déjà dans l'organisation, appuyons-nous sur les questionnements qui sont déjà présents, sur les gens qui rayonnent un peu sur la capacité à poser des questions et à associer autour d'eux, appuyons-nous sur ceux qui sont porteurs d'un engagement et qui emmènent les autres là-dedans. Donc ça suppose en particulier pour moi que ne réduisez surtout pas la démarche éthique à un comité d'éthique qui va staffer des situations qui lui seront remontées par une saisine des équipes et qui va les traiter avec les 4 principes d'autonomie, bienfaisance, non-malfaisance, justice, et comme une espèce de lettre à la poste va renvoyer une espèce d'analyse éthique, de préconisation éthique sur ce qu'il faut faire. Bien sûr, et Christine l'a dit, parfois c'est ça. La démarche éthique, elle peut prendre la forme de l'analyse éthique de situations concrètes par un groupe qui se réunit régulièrement et qui réfléchit à partir de situations, soit pour les analyser, les problématiser ou faire des préconisations, soit pour en tirer des analyses générales. Mais vous avez une grande liberté de cette démarche éthique et je voudrais en donner 2 exemples. Donc bien sûr, on peut faire ça. On peut faire de l'analyse de situations à chaud, à froid, avec ou sans préconisation. C'est un grand débat, ça. Est-ce qu'une instance éthique, elle doit faire des préconisations ou se contenter de dire, dans cette situation-là, il nous semble que c'est cette tension éthique qui est en présence et on vous laisse assumer la responsabilité de la décision, ou est-ce qu'on va jusqu'à dire, nous, il nous semblerait pertinent d'aller dans cette direction. Ça peut aussi être, en termes de réflexion critique, une réflexion plus large. Vous êtes à des présidents et des directeurs généraux et des directrices générales, ça peut être une réflexion sur la pertinence, je dis que c'est un questionnement sur la valeur de ce qu'on fait, un questionnement sur la pertinence et la légitimité de certaines règles organisationnelles, sur certaines pratiques institutionnelles. Comment est-ce qu'on accueille les personnes la première fois qu'elles prennent contact avec nous, et avoir une réflexion qui se situe un peu plus haut sur les pratiques de l'organisation, comment les relations avec les familles sont faites, comment les relations avec les tutelles sont faites. Donc ça, c'est une première façon de faire. Mais vous pouvez aussi, si l'éthique, c'est aussi un cadre normatif, vous pouvez avoir des groupes, et pas seulement un comité de 10 personnes qui se réunit 3 fois par an, dont personne ne sait dans l'organisation ce qu'il fait, à part les 10 personnes qui y travaillent. Vous pouvez vous dire, on va produire ou s'approprier des référentiels. Ça peut être la loi, ça peut être une charte, ça peut être des documents de l'UNAPI, des déclarations de valeurs, de principes. On va se les approprier, on va les reformuler, on va les challenger, on va essayer de voir comment ils peuvent se décliner dans la réalité. Ça permet de prendre du recul sur les pratiques, et vous pouvez aussi prendre une charte pour regarder comment vous faites. Et pas seulement, j'aime bien le caillou dans la chaussure, mais l'éthique, c'est pas seulement quand même la mauvaise conscience, c'est pas juste Jiminy Cricket. Je suis d'accord, c'est un peu ça, c'est un scrupule, une intranquillité. Mais utiliser aussi ces référentiels pour dire voilà les valeurs qu'on porte, et sur ces points, quand même, on n'est pas mauvais. À l'UNAPI, vous êtes départementalisé, du 83, la relation avec les familles, ou la relation avec les hôpitaux, on l'a construite autour de valeurs pertinentes, et voilà comment on fait. Et c'est pas si mal, parce qu'elle est appliquée, notre éthique, elle se traduit dans des actions qui sont originales. Et donc, vous voyez, il y a des actions, des innovations dont une organisation est porteuse, que les professionnels peuvent mettre en œuvre, qui font vivre des valeurs. Soyez-en fiers, l'éthique, c'est pas juste de la mauvaise conscience, c'est pas seulement punitif, c'est pas seulement il y a des choses qu'on fait mal, c'est prendre du recul sur ce qu'on fait, l'interroger et se dire il y a des choses qu'on peut améliorer, mais il y a aussi des choses qu'on fait bien. Si je prends un parallèle dans le champ des EHPAD, il est dit qu'il faut nouer des liens avec les familles. On préconise souvent aux responsables des EHPAD, prenez ça et regardez votre organisation. Comment votre EHPAD gère sa relation aux familles. De la visite de préadmission, au tout premier contact, jusqu'au moment où vous remettez les affaires du résident décédé à la famille. Regardez, faites un 360 là-dessus. Comment vous gérez cette relation aux familles? Peut-être que votre visite de préadmission a été super pensée, que les premiers contacts sont géniaux.
Si votre relation avec les familles, elle se finit par le fait de donner les affaires du résident dans un sac en plastique à la famille, sans aucune autre forme de ritualisation, il n'est pas tout à fait sûr que, éthiquement parlant, la relation éthique à la famille soit optimale. Mais on a vu des choses qu'on fait plutôt bien et des choses qui peuvent être potentiellement améliorées. Donc, mon mot-clé là, hein, ma conviction, en tout cas ce que je voudrais partager avec vous ce matin, c'est qu'il y a une diversité, une pluralité de manières de faire vivre l'éthique dans vos organisations, de faire vivre cette démarche. Soyez créatifs jusqu'à la façon de les nommer. On n'est pas obligé de nommer ça comité. Il y a des appellations, ça peut être un groupe, ça peut être une démarche, ça peut être une instance, ça peut être un espace. Mais donc, on ne le différencions les façons de le faire. Dans le fond et dans la forme, j'ajoute une dernière chose, ça peut être très concret, une démarche éthique, ça peut être un groupe projet, ça peut être un groupe projet qui se dit, tiens, on a une valeur dans l'organisation, au hasard, autodétermination, qu'est-ce qu'on pourrait porter comme action qui renforce cela, qui fait que le sens de ce terme est partagé par tout le monde dans l'organisation et que tout le monde, de l'agent d'accueil à l'agent d'entretien, l'agent de sécurité, aux éducateurs spécialisés, tout le monde voit à peu près ce que ça veut dire autodétermination et pourquoi c'est important. Ça peut être une mission d'une instance ou d'un espace ou d'un groupe éthique. C'est concret, c'est pas nécessairement très philosophique, quoique moi je pense que la vraie philosophie, elle est comme ça, dans ce genre d'action qui change le réel, mais donc il peut y avoir une démarche éthique qui fonctionne par projet et qui se dit on ne va pas staffer des cas, pardonnez-moi, hein, analyser à chaud, à froid des situations individuelles qui posent problème, mais on va essayer de contribuer à ce que les valeurs descendent dans l'organisation, que notre éthique elle soit appliquée, de faire voir ce qu'on fait bien et de partager avec d'autres, une API départementale par exemple, nos initiatives sur un sujet donné, de les partager, de les montrer, d'en montrer comment elles fonctionnent, comment elles font vivre des valeurs. Donc voilà, pluralité des démarches éthiques et liberté de se saisir de ça en fonction des cultures et des forces qui existent localement dans l'organisation. Et à ce propos, justement, cet après-midi, à 14h, on aura dans nos tables sur la parole aux managers, donc il y aura Philippe Etienne, Ludovicus, Philippe Sanchez et Dem Basso, qui vont effectivement témoigner de cette démarche collective d'espace, et effectivement d'une approche et d'expérience en ce sens, d'une réappropriation collective aussi, comment dans une organisation, des acteurs vont penser collectivement ces questionnements du quotidien avec des appuis réflexifs, des appuis décisionnels, et aussi, on en parlera, la participation des personnes, puisque c'est vrai que ça fait partie aussi du cœur des engagements de l'UNAPI, c'est la place, parce que derrière l'autodétermination, il y a la place accordée aux personnes elles-mêmes, et comment aussi on pense la place des personnes accompagnées à ces lieux, à ces espaces de délibération éthique. Et je vous remercie, cher Fabrice, aussi d'avoir insisté sur cette idée de soutenir le questionnement. Moi, je n'ai rencontré effectivement que des professionnels pétris, pleinement embarqués dans des questionnements éthiques, et que effectivement, l'idée, c'est, et ça rassure, je trouve aussi souvent les professionnels, d'apaiser. En fait, on n'est pas là pour vous dire les questionnements éthiques que vous devez avoir, mais plutôt comment les soutenir, quelles sont les conditions que vous pouvez trouver à l'intérieur de vos associations pour donner des conditions de la mise en réflexion. Comment effectivement, et ça je pense que c'est vraiment aussi ça le défi du réseau, le défi des associations du réseau de l'UNAPI, c'est qu'elles sont, voilà, tout. Et là effectivement on voit qu'il y a beaucoup de créativité, d'inventivité de la part des acteurs, parce que chaque structure, chaque association, par territoire aussi, aura peut-être une façon assez singulière de mettre en œuvre ces démarches. Peut-être juste, il y a un point que je n'ai pas dit, c'est que dans toutes les régions de France, il existe des centres ressources sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Ça s'appelle des espaces régionaux de réflexion éthique, des espaces. Donc c'est les ERR, hein. ERER, espace de réflexion éthique régionale. Il y en a un dans toutes les régions. En général, ils sont rattachés à l'un des grands CHU de la région ou à plusieurs. Donc moi, je dirige celui qui se situe en Île-de-France, mais il y en a dans toutes les régions françaises, y compris dans les territoires d'outre-mer. Et
ils ont une de leurs missions, c'est de vous aider localement à construire, bâtir, consolider, structurer cette démarche éthique. Donc n'hésitez pas à vous tourner vers eux, ils savent faire et ils vous accompagnent. Et vous allez leur apporter des choses parce que vous allez leur apporter les questionnements que vous portez. Donc les prenez pas comme des sachants ou des experts en éthique, ce que nous ne sommes pas. Prenez-les comme des gens qui peuvent être des ressources et en dialogue avec vous, vous aider à trouver localement la forme que peut prendre la démarche éthique que vous souhaitez mettre en place. Peut-être Christine, justement, sur ces ressources. Oui, peut-être, effectivement, puisque effectivement, l'UNAPI, c'est le champ du médico-social avec une bonne part des professionnels qui appartiennent au champ du travail social. Donc c'est vrai que Christine, qui est membre de la commission éthique et déontologie au niveau du Haut Conseil en travail social, donc ça peut être intéressant aussi de connaître ces ressources. Donc oui, la commission éthique et déontologie du Haut Conseil du travail social, l'idée c'est qu'on puisse être saisi par l'ensemble des acteurs de travail social et médico-social sur le territoire national sur des situations génériques, c'est-à-dire sur des situations qui posent des points de tension éthique sur vraiment des principes fondamentaux qui sont mis en tension. Donc par exemple, on peut être saisi sur, à partir du moment où il y a injonction paradoxale des autorités de tarification et de contrôle qui mettent en souffrance éthique les professionnels ou les directions à l'échelle des organisations et des institutions. On est parfois saisi sur des formes d'instrumentalisation qui font que le travail social et médico-social glisse, qu'il y a des glissements de mission qui s'opèrent. Et donc c'est comment on revient toujours à la question des valeurs qui sont définies dans le Code de l'action sociale et des familles, et comment finalement on remet un petit peu d'équilibre par rapport à des valeurs et des principes qui sont en tension. Sur le plan un peu aussi général, donc Stéphanie parlait du CNRDE, donc le Centre national ressources déontologie et éthique pour les pratiques sociales. Qui peut être aussi effectivement un appui important pour les organisations du secteur. Pareil, sur des situations aussi génériques qui posent des points de tension, avec une déclinaison, le CNAD, le Conseil national des avis déontologiques et éthiques, le CNAD qui est adossé au CNRDE et qui, lui, pour le coup, va vraiment travailler sur les cailloux dans la chaussure, c'est-à-dire sur des situations singulières, complexes, pour lesquels des travailleurs sociaux, des directions vont être en tension éthique ou en souffrance éthique. Et donc le CNAD va vraiment aussi produire un avis avec des alternatives. On parlait du dilemme tout à l'heure, c'est-à-dire le dilemme où comment finalement un choix se pose, un choix devrait se poser, mais quelle est l'alternative qu'il nous faut prendre et au nom de quelle valeur et au nom de quel principe. Et donc c'est comment le CNAD, sur ces situations singulières-là aussi, va pouvoir aider à décrypter, à décortiquer et pouvoir éclairer aussi les différentes alternatives possibles qui permettront à la personne ou à l'organisation qui a saisi de retenir ce qui lui semblera peut-être le plus juste ou le moins injuste. Voilà. Sur les espaces, voilà, je représente plus l'espace de réflexion éthique des Hauts-de-France, mais comme je m'appuie aussi beaucoup sur l'espace de réflexion éthique d'Île-de-France. Ouais. Après, je pense que dans le cadre de ce séminaire, on va mettre toutes ces ressources qui seront. Donc, il y aura quand même une capitalisation de cette journée. Donc, tout ce qui est dit sera effectivement capitalisé. Vous aurez accès à ces informations. Peut-être pour conclure et après essayer peut-être de voir avec vous, parce que c'est là où le débat peut être riche, on avait donc cette idée, ce que vous nous aviez proposé, Fabrice, d'aborder la question de la transformation de l'offre au travers de la transformation des ESAT, des défis, des questionnements éthiques que pose la transformation des ESAT sur la place, sur le regard, sur des travailleurs en situation de handicap. Oui, je vais le prendre aussi
d'un peu plus haut, mais c'est à ça que je pense. Non, mais bien sûr, mais c'est à cette situation-là, à partir de celle-là que j'ai réfléchi. Mais vous pourriez aussi penser à autonomie, autodétermination dans la vie affective, dans la parentalité, dans la participation civile ou politique, dans l'inclusion, donc voilà, dans les choix de la vie quotidienne relative à sa santé ou à son accompagnement. C'est vraiment une notion autonomie ou autodétermination qui a ce caractère circulaire. Moi, j'ai trouvé beaucoup ces notions très difficiles à manier très longtemps, surtout autonomie, autodétermination un peu moins. La façon dont je comprends l'articulation entre les deux notions, mais vous me corrigez si c'est pas correct, mais c'est qu'autonomie est un peu plus, alors à la fois un peu plus restreint et un peu plus large. Mais si on parle d'autodétermination, c'est avec cette idée que on peut être en perte d'autonomie. Alors moi, je rajoute fonctionnelle. Et rester capable de dire ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, ce qu'on souhaite pour soi-même et ce qu'on ne souhaite pas ou ce qu'on ne souhaiterait pas. Et que la distinction, voilà, autonomie, autodétermination, c'est que vous, par définition, vous prenez soin de personnes vulnérables, empêchées dans l'exercice d'un certain nombre de capacités motrices, auditives, cognitives, intellectuelles, psychiques. Bon. Et que, en dépit de ces restrictions ou limitations de capacité, on considère qu'une autodétermination doit être possible, c'est-à-dire qu'on ne perd pas, parce qu'on est en situation de handicap ou de fragilité, le droit à s'exprimer pour soi-même, à être considéré comme un individu unique, singulier, qui mérite de la considération, qui n'est pas comme tous les autres bénéficiaires et qui est porteur d'un certain nombre de valeurs et d'une vision du monde qui le définit. Bon. Alors moi, je reviens juste un moment sur autonomie parce que philosophiquement parlant, je trouve ça plus facile à manier directement et on fera les liens ensuite. Il me semble que moi, c'est longtemps une notion qui m'a semblé très complexe à manier. Notamment parce que j'ai beaucoup travaillé dans le champ du vieillissement et que dans le champ du vieillissement, parle d'autonomie des gériatres, des kinés, des psychologues, des psychomotriciens, au sens de l'autonomie fonctionnelle. Donc des capacités que la personne a, parfois on dit c'est le contraire de la dépendance, c'est la capacité à agir dans sa vie sans une aide particulière d'autrui ou sans l'aide de technologies particulières, mais autonomie au sens fonctionnel, c'est-à-dire la façon, pour le dire très simplement, dont je me débrouille dans mon existence et la manière dont je vis au sens biologique, psychique, social. Mais l'autonomie est dans ce champ du vieillissement, mais dans le champ de la fragilité psychique ou intellectuelle, c'est le cas aussi. Elle est aussi manipulée par des philosophes au sens où c'est ma capacité de choix, c'est mon libre arbitre, c'est ma capacité à dire ce que je veux ou ce que je ne veux pas, avoir une vision du bien ou de la personne que je voudrais être ou du type de personne que je voudrais être ou de ce que je voudrais faire de ma vie et essayer d'avoir une conduite qui correspond plus ou moins à ça. Donc ça, c'est ce que j'appelle moi l'autonomie morale. La première, celle des médecins et des professionnels de santé, c'est l'autonomie fonctionnelle. L'autonomie qui consiste à porter des valeurs, à vouloir des choses pour soi, une vision du bien, une vision de la personne qu'on veut être, j'appelle ça l'autonomie morale. Et se rajoute à ça, notamment dans le champ du vieillissement, mais dans le champ de la fragilité psychique, intellectuelle aussi, une troisième dimension de l'autonomie à partir notamment du moment où les juges interviennent, où les magistrats interviennent, où il y a une mesure de protection juridique. Et là, vous avez ce que j'appelle une autonomie civile, qui peut être réduite quand vous faites l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle, par exemple, et qu'on vous restreint l'exercice d'un certain nombre de vos droits et que vous avez un curateur ou un tuteur qui va vous assister ou vous représenter pour un certain nombre d'actes dans le champ de votre personne ou dans le champ de vos biens. Et donc là, c'est votre autonomie civile qui est réduite au sens où c'est vos droits, les droits que vous pouvez exercer, activer dans la société. Et donc il me semble que l'autonomie du médecin, pour aller vite, fonctionnelle, l'autonomie du philosophe moral et l'autonomie du juge civil, à la fois elles ont des liens, et quand un juge prononce une mesure de protection juridique qui réduit l'autonomie civile,
en général, il s'appuie sur un certificat médical qui parle de l'autonomie fonctionnelle et il va demander au mandataire ou à la personne qui exerce la mesure de respecter autant que possible l'autonomie morale, les choix, la volonté de la personne protégée. On voit bien qu'on essaye de faire des liens entre les trois, mais moi, tant que je ne m'étais pas clarifié en mettant des adjectifs derrière autonomie fonctionnelle, morale, civile, je trouvais que c'était très flou et qu'on passait en permanence de l'un à l'autre sans exactement préciser. Il me semble que autodétermination, ça recouvre à la fois le moral et le civil. C'est la vision de la vie qui est la nôtre, le type de personne qu'on veut être, le type de choses qu'on veut dans sa vie. Mais c'est aussi les droits qu'on nous reconnaît à parler, à être écouté, à être entendu, à revendiquer des choses, à en refuser d'autres, etc., etc. Alors, pour lier ces deux notions, quand même, éthique et autodétermination, moi, il me semble que la première chose à faire, et si l'UNAPI pouvait être porteuse de ça, ce serait absolument formidable, c'est associer ce qu'on appelle les personnes concernées à la démarche éthique elle-même. Ça renacle. Hein. Nous, on aide beaucoup à la création de beaucoup de démarches éthiques et de comités d'éthique. Et les gens disent, non, mais pour commencer, on va quand même rester entre professionnels. C'est plus simple. Bon. Si vous pouviez, d'une façon ou d'une autre, être fer de lance, leader, avec les particularités de votre public, de manière inventive, en vous disant, on va les associer d'une manière ou d'une autre. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va leur demander de s'asseoir pendant 2 heures dans une pièce avec des gens qui sont assis, qui parlent, qui s'écoutent. Ça peut prendre des formes très diverses, y compris artistiques. Mais participation des personnes et des familles à la réflexion éthique, je trouve que là, on aurait un lien entre éthique et autodétermination qui aurait de l'allure. Et pour le coup, on n'y est pas encore en France. Et si vous regardez l'évaluation de la HAS dans le champ sanitaire, ce qui pêche, c'est la présence des représentants des usagers dans la démarche éthique. Elle est très faible, et y compris pour les représentants des usagers. Donc, je ne vous parle pas des usagers eux-mêmes. Donc, si on pouvait renforcer cela. Mon dernier point, c'est essayons de ne pas trop opposer nos intuitions morales et essayons de les composer. J'ai la chance depuis 3 ans de siéger au Comité national d'éthique, au CCNE, et un des mantras du CCNE, c'est autonomie et solidarité. Autonomie et solidarité. Et ce qui est fondamental, c'est le « et ». Autodétermination pourrait donner à penser qu'on n'est plus que dans une société qui promeut l'autonomie. Non. Liberté, égalité, fraternité, on est dans une société qui promeut à minima et l'autonomie, l'autodétermination et la solidarité. Donc ça veut dire que renforcer l'autonomie des personnes qu'on accompagne, renforcer leur autodétermination, ça ne peut en aucun cas être les abandonner. Or, on voit, c'est pas de la démagogie, c'est vraiment un constat, hein, mais on voit qu'au nom d'une logique d'autonomie, on vous retire des moyens dans le public, les pouvoirs publics retirent des moyens de soins, d'accompagnement, de prise en charge, y compris dans la protection juridique des majeurs, et on retire des choses comme si le fait qu'il y ait un accompagnement était contraire à l'autonomie. Non, l'autonomie, elle est relationnelle. L'autonomie, elle nécessite des soutiens, elle nécessite des accompagnements. Et donc, si on retire des moyens d'accompagnement, on va miner l'autonomie au nom d'une conception individualiste de ce qu'elle est. Et donc, pour moi, voilà, autonomie, solidarité. La deuxième chose à ne pas opposer, à mon avis, c'est autonomie et protection. On va reprendre mon exemple des EHPAD. Imaginez une équipe d'un EHPAD qui dit « Nous, on est pour la liberté et l'autodétermination des résidents. Ils ont des troubles cognitifs, mais ce n'est pas grave, les portes sont ouvertes. Il n'y a pas de digicode aux étages, il n'y a pas de digicode à la porte d'entrée. C'est la liberté. Il n'y a pas quelqu'un pour regarder comment ça se passe à l'entrée et à la sortie. C'est la liberté. Devant l'EHPAD, vous avez une 2x2 voies et il y a un résident qui sort et qui se fait écraser. Je ne vous parle pas du tout de question de responsabilité du directeur. On dirait que ça a été pensé avec l'ARS, que tout le monde était d'accord, jusqu'au ministre de la Santé, qu'on avait expérimenté. Bon. Mais ce n'est pas du tout promouvoir la liberté ou l'autodétermination des gens, ça. Vous voyez, quelqu'un qui a des troubles cognitifs, qui est perdu dans l'espace, dans le temps, qui ne perçoit pas les risques pour lui-même, ce n'est pas le rendre plus libre que de le laisser se déplacer sans conscience des risques pour lui-même et éventuellement pour autrui.
Donc la vraie autonomie, la vraie autodétermination, elle s'articule à la protection. Donc il faut protéger l'autonomie, protéger l'autodétermination, la soutenir, mais ça nécessite un cadre, ça nécessite une vigilance, ça nécessite une protection. Donc je crois que quand on se dit l'éthique, c'est arbitrer entre sécurité et liberté, c'est très dangereux de dire ça comme ça, parce que si vous dites c'est décider où on met le curseur entre sécurité et liberté, vous faites comme s'il y avait sécurité d'un côté et liberté de l'autre. Mais on veut les deux. La vraie liberté, c'est pas la prise de risque absolue, c'est pas James Dean, c'est pas, vous voyez, c'est pas flamber sa vie. La vraie liberté, c'est prendre des décisions, assumer, mais dans un certain nombre, dans un cadre relativement protecteur. Donc si on dit sécurité, liberté, curseur, on oppose deux choses qui en réalité doivent se combiner et qu'on essaye de combiner dans nos vies. On veut à la fois de la liberté, de la protection, on ne veut pas une liberté qui va mettre en danger notre vie au moindre moment et qui n'a pas de sens. Donc voilà, là-dessus, la réflexion éthique, elle peut parfois aider. Quand on dit c'est des conflits de valeurs, l'éthique, oui, mais c'est aussi des valeurs. Et c'est des valeurs aussi parfois qu'on a besoin d'articuler, de composer. Donc pour moi, composer autodétermination et solidarité, ça me semble fondamental. Et on a besoin de moyens pour soutenir l'autodétermination des individus. C'est peut-être dur à comprendre parfois pour certains financeurs, mais pourtant c'est une réalité. Et autonomie et protection, c'est étroitement articulé. Les protecteurs, ce sont très souvent, quand ils n'agissent pas de manière paternaliste, des gens qui sont en faveur d'une autodétermination comme processus d'une autonomisation progressive. Oui, et d'ailleurs, on en parlera toute la journée, mais la place des personnes concernées, en tout cas, nous, on l'a expérimenté sur l'UNAPI Alpes-Provence et il y aura d'autres expériences qui seront présentées. Le regard des personnes accompagnées, bien souvent, sur ce dilemme autonomie-protection, pour le concilier, bien souvent, est très intéressante à activer. C'est-à-dire quand les personnes accompagnées sont présentes dans des espaces de délibération éthique, on voit bien aussi comment leur regard et leur spécificité amène justement le professionnel à se déplacer et à concilier ce dilemme. Alors peut-être il est temps de nous tourner vers vous. Peut-être il y a des questions. Je vais peut-être prendre un autre micro et peut-être faire le tour. Yann, je vous laisse le micro. Je vais me déplacer. Alors, il y avait une main. Une main. Voilà. Je vois vos petits sourires sur la façon dont je dis main. J'assume. Merci beaucoup. Bonjour. Merci d'abord pour votre intervention. Je me présente Marc Maradon. Je suis président d'une coopérative d'emploi qui s'appelle Éthique. Et surtout d'une coopérative d'emploi, pour le sujet qui nous concerne, qui s'appelle Apicot, dans laquelle les personnes en situation qui fait du logement, qui travaille sur le logement pour les personnes fragiles. Et cette coopérative a, comme toute coopérative, a comme spécificité d'avoir les personnes en situation de handicap coopératrices, bien évidemment, si elles le souhaitent, et elles font partie du conseil d'administration. Maintenant, je viens à ma question. Vous avez insisté ou évoqué très largement le cadre normatif, en parlant, alors je ne sais pas le terme que vous avez employé, mais d'inflation des règles, d'inflation des normes, d'inflation des lois, je veux dire, des guides de bonnes pratiques. Alors, en quoi je vois une contradiction très forte entre ce cadre normatif et ce que vous avez décrit comme étant l'autonomie des personnes ou la liberté d'agir? En quoi ce cadre normatif aujourd'hui n'est pas pratiquement contradictoire avec la notion d'éthique? La deuxième question que je souhaitais vous poser concerne l'évolution de cette notion depuis le XXe siècle, XXIe siècle. C'est pas la peine qu'on remonte plus loin. Merci. De cette notion, de quelle notion? L'évolution de quelle notion? L'évolution de la notion d'éthique. Ah ok, récente, d'accord. Oui, je suis d'accord que
Comme le disent certains sociologues, on est dans des sociétés du risque, et dans des sociétés du risque, notre tentation à tous est de multiplier la règle, la norme, et de dire ce qu'on doit faire dans telle situation. Je vous donne un exemple. Pendant le Covid, quand la question de la vaccination des personnes vulnérables a été décrétée prioritaire, et qu'on s'est aperçu que parmi ces personnes vulnérables, il y avait des personnes en protection juridique ou des personnes avec des troubles intellectuels ou cognitifs ou psychiques, la panique qui a saisi tout le monde, des gens de terrain jusqu'au ministère, et les premières choses qu'on a vu sortir avec des tableaux, mais les premiers tableaux produits par certains services juridiques avec 28 entrées, on se dit mais c'est pas possible, on peut pas faire ça, il faut simplifier, il faut clarifier. Donc on est dans un pays en plus centralisé, normalisateur, qui adore faire ça, et donc effectivement il y a une tentation ou une tentative de régler un certain nombre de questions d'éthique par de la contrainte et de la formalisation de règles qui peut paralyser, parce qu'on se dit mais est-ce que je suis pas en train d'enfreindre une règle, et qui peut empêcher la réflexion éthique. Donc je suis d'accord avec vous en partie sur cette question-là, que l'inflation des règles et des normes, elle peut aller à l'encontre de la réflexion éthique. Pour moi, malgré tout, il est extrêmement dangereux de pratiquer une réflexion éthique dans l'ignorance du cadre normatif où on se situe. Mais c'est un débat dans le champ de l'éthique, c'est la relation notamment de l'éthique et du droit. Moi, j'ai une position assez simple là-dessus, c'est que pratiquer de l'éthique dans l'ignorance du droit, c'est comme faire du hors-piste en montagne un jour à très fort risque d'avalanche. Il faut surtout pas faire ça. Donc, dans vos démarches éthiques, vous avez certainement la chance, dans l'environnement une API, d'avoir des juristes. Débrouillez-vous d'une façon ou d'une autre pour qu'il y ait au moins une ressource juridique, une possibilité de faire appel à une compétence juridique. Je pense que les deux domaines sont différents, mais quand même articulés. Pas que le droit prenne le pouvoir en éthique, mais il faut garder cette autonomie de la réflexion. Mais quand même, l'articulation, elle me semble importante. Et si on essaie de faire la synthèse de ce que vous dites et ce que j'essaie d'apporter, c'est peut-être que, justement, un des objectifs de la démarche éthique, c'est de clarifier le cadre juridique et de dire, en gros, vous avez 300 pages de règles, mais fondamentalement, ce qui est important et ce qui doit vous guider, c'est ça, ça, ça. Après, on peut toujours entrer dans le détail, mais le rôle des managers, le rôle des organisations, c'est pas d'écraser ce qu'ils doivent faire par des règles, c'est de leur dire, bon voilà, il y a tout ça, on a fait la synthèse, et grosso modo, voilà, à partir, il y a toujours des exceptions, mais essayez d'avoir ces grands points de repère, ces grands points de boussole qui vous guident. Sinon, effectivement, il y a un risque de sclérose de la réflexion elle-même. Mais je vous suis donc sur l'évolution éthique. Je ne vais pas vous la brosser la 20e siècle. Mais ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'il y a eu le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale. Dans le champ de la recherche médicale, mais plus généralement de la Shoah, et ce traumatisme d'un pouvoir, et d'un pouvoir politique notamment, et de la science et de la médecine qui pouvait s'exercer au détriment de populations vulnérables. Donc la fin du XXe siècle, c'est une éthique qui va protéger les personnes vulnérables, et comme on est tous vulnérables et dépendants les uns les autres, les personnes particulièrement vulnérables et qui ont particulièrement besoin de l'aide d'autrui. Le grand changement au début du XXe siècle, je l'ai dit, notamment en France avec ce cycle législatif des 2 lois de 2002, des 2 lois de 2005, etc., c'est qu'on vient contrebalancer cette protection des personnes vulnérables avec cette injonction ou cet appel à respecter l'autodétermination et à la soutenir. Et ça fait j'ai appelé ça un Big Bang, mais c'est deux cultures totalement différentes qu'on essaye d'articuler. On est encore en train d'essayer d'absorber ce choc de protection des personnes particulièrement vulnérables et respect de leur autonomie ou promotion de leur autodétermination. Mon point étant, souvenons-nous juste qu'on ne commence pas dans notre vie par être autonome. Et que sur plein de sujets, je ne sais pas ce que je veux à l'heure actuelle. Je vais avoir besoin de vous, travailleurs. Mettons que j'ai des enfants, mettons qu'il y en ait un qui développe des troubles cognitifs, psychiques, intellectuels.
je vais avoir besoin de vous qui connaissez le secteur, peut-être d'un médecin, peut-être de parents qui sont dans la même situation, pour savoir ce que je veux. Donc l'autodétermination, elle n'est pas première, la capacité à se déterminer par soi-même, elle est aussi soutenue par des gens qui vont m'aider à comprendre ce que sur cette chose-là je veux vraiment. Donc l'évolution peut-être, c'est qu'on découvre le caractère relationnel de l'autonomie et de l'autodétermination, que ce n'est pas le postulat, le fait d'individus porteurs de droits seulement, que ces droits, ils nécessitent des soutiens et qu'il y a une relationnalité de cette autodétermination. Ah, j'étais un peu trop long, mais votre question était dense. Et on profitera lors de la deuxième table ronde, notamment de Virginie Thioune, qui est docteur en droit, avocate, et qui pourra reprendre, je pense, dans son propos introductif, ces éléments-là. Donc, je vous laisse le micro. Bonjour, Mariotte Torres-Maguedano de l'UNAPI. Vous avez commencé à initier une question, et j'attendais la fin sur la question de la transformation de l'offre et des ESAT. Et vous ouais, mais je voudrais juste en fait avoir profité de que vous soyez tous les deux sur scène pour vous entendre sur une notion qui... Vous disiez que l'autonomie, vous avez mis du temps à la décortiquer pour en faire une notion claire et qu'il ne faut pas opposer mais composer. Et nous sommes confrontés à une notion mal maîtrisée par les uns et par les autres, mais qui devient une arme politique, et celle de la désinstitutionnalisation. Et moi, j'aimerais bien juste vous entendre sur comment concilier cette notion avec ce que représente l'institution. Enfin voilà, on est aujourd'hui dans des difficultés politiques, mais qui sont au départ, je pense, des difficultés intellectuelles et éthiques. Voilà, donc je voudrais avoir votre lecture de cette notion, de ce que vous pouvez en lire. C'est le... Alors, je vais être plus à l'aise avec le concept d'autonomie qu'avec celui d'autodétermination. Sur la question de la transformation de l'offre, ça pose la question des tensions qui sont liées aux inclusions qu'on pourrait dire subies ou décrétées. Et donc, ça, pour moi, la question de la transformation de l'offre, c'est vraiment aussi comment on intègre ces aspects-là dans les réflexions. C'est-à-dire une transformation de l'offre qui est nécessaire, mais qui nécessite aussi de regarder comment on la pense, comment on la construit, comment on la fait cheminer, et puis à quel prix. Quand je dis à quel prix, c'est à quel prix humain, voilà, et que ça s'impose pas, et que ça se décrète pas, et qu'il suffit pas de dire intégration dans le milieu ordinaire pour que ce soit évident. Et après, je suis sensible à ce que disait Fabrice sur l'autonomie civile, morale et fonctionnelle, sur ces questions d'inclusion, institutionnalisation des institutionnalisations aussi. C'est comment on tient compte des autonomies fonctionnelles des personnes, des autonomies affectives, des autonomies juridiques. Et donc c'est toutes ces notions-là aussi qui nécessitent d'être creusées. Au Conseil, sur la question des transformations de l'offre, on avait demandé, donc vous le savez, il y a eu un livre blanc qui a été écrit et remis au ministre il y a maintenant 18 mois. Et en fait, ce qu'on avait demandé dans le travail d'écriture autour de ce livre blanc, on avait demandé que la commission éthique et déontologie puisse être consultée en amont des textes de loi qui a été amenés à être votés. Non pas pour être dans un contre-pouvoir systématique, mais pour être attentif, justement, et pouvoir au moins alerter le législateur en amont sur attention, transformation de l'offre, ok, mais soyons attentifs à tel écueil possible, comment on peut anticiper aussi ce qui peut se jouer à l'échelle des personnes accompagnées et des équipes de terrain aussi, parce que l'autodé et l'inclusion, on parle bien de l'autodétermination des personnes, mais on parle aussi de l'autodétermination des équipes qui demandent à être accompagnées dans ce travail-là. Et c'est quelque chose sur lequel en tout cas, cette demande n'a pas été retenue. Voilà.
mon point d'entrée là dans cette question, elle est dans un travail qui est mené notamment avec Benoît Hérault et des personnes en situation de fragilité ou de handicap divers. On a regardé la Convention de l'ONU sur les droits des personnes handicapées et notamment son interprétation maximaliste par le Comité des droits de l'ONU qui dit en gros il faut une désinstitutionnalisation totale, donc on ferme tout ce qui ressemble à une institution au sens anglais du terme. Alors nous on dirait des établissements, hein, mais y compris les petits, y compris les foyers de vie, etc. Dès qu'il y a une logique institutionnelle, on arrête toute contrainte, notamment en psychiatrie, et on supprime les régimes de curatelle ou de tutelle. Bon. Je trouve que dans cette affirmation radicale, utopiste, et cette interprétation de la Convention qui est donnée par le Comité des droits, je ne suis pas sûr qu'on sorte totalement gagnant. Et moi, je suis plus partisan d'une affirmation très forte de l'autodétermination comme visée. Et on essaye de permettre le plus possible d'autodétermination. Mais bien sûr que quand on est en rapport avec des personnes qui ont des fragilités psychiques, cognitives, intellectuelles, la notion d'autodétermination, ça risque de devenir complètement idéologique et de justifier au nom de la vie ordinaire, vous l'avez dans le travail, les ESAT, mais vous avez aussi dans le champ de l'éducation, on risque de justifier la fermeture d'institutions qui sont quand même coûteuses dans un cadre ultralibéral où on veut faire des économies et réduire l'État au minimum possible syndical, défense, police, justice. Bon, grosso modo. Donc il me semble que le risque, c'est que cette visée, qui est une très belle visée d'affirmation, c'est rien pour nous sans nous, autodétermination. Donc c'est quand même très fort et c'est très structurant pour un secteur et très important. Mais on le voit réaccaparer à des fins idéologiques de limitation. Donc pour moi, je réintroduirais la question de la temporalité là-dedans. Et donc, est-ce que, compte tenu de mes difficultés, mettons que j'ai des difficultés psychiques, cognitives, intellectuelles, compte tenu de mes difficultés, qu'est-ce que je veux à un moment et de quel degré de protection, de soutien j'ai besoin? Est-ce que je me sens d'aller déjà maintenant dans le milieu dit ordinaire, dans un habitat ordinaire, dans une école ordinaire, dans un lieu de travail dit ordinaire? Déjà, il pourrait faire déjà beaucoup plus ces lieux ordinaires pour être prêt et comprendre ma réalité, ma situation. Donc il y a ce travail-là, mais où est-ce que je considère que j'ai encore besoin d'un peu de temps? Ou est-ce que je considère que même à moyen terme et à long terme, je suis mieux dans une institution qui me protège? Et c'est retrouver la force aussi, la beauté de ce que c'est qu'une institution permettant l'autonomie au sens fort du terme. Donc cette question du choix, par les personnes elles-mêmes, du degré d'autonomie qu'elles souhaitent à un moment donné pour elles-mêmes. Il y a des moments où on se sent, où on est en crise, où on se sent pas bien et on sent qu'on a besoin de faire un séjour dans un service psychiatrique, d'être soutenu. Bon, il y a d'autres moments où on va mieux. Bon, donc cette question de la temporalité et du choix par la personne elle-même de l'environnement qui lui permettra de s'épanouir, pour moi c'est l'autodétermination, c'est ce qui permet de s'épanouir. Qu'est-ce qui va lui permettre de s'épanouir au mieux et de développer ses potentialités sans qu'on les voit, elles existent, mais on les inscrit dans un temps. Et il y a le temps de la crise. Le temps de la crise, il ne me semble pas que ce soit beaucoup le temps de l'autodétermination. Le temps plus long où on apprend, où on s'instruit, où on comprend ce qui nous arrive, où on comprend comment là, ça peut s'inscrire dans une visée, dans une démarche. Mais je pense que si on vise une conception de l'autodétermination one size fit all, qui est la même pour tous et qui ne tient pas compte des vulnérabilités, des différences et des choix des gens à un moment donné de leur vie, on va droit vers la catastrophe et on va démanteler. Et on voit regardez ce qui se passe aux États-Unis. Hein, c'est très facile de démanteler des choses qu'on a mis des décennies à monter. Donc on risque de démanteler un secteur et des institutions qui ont une force et une beauté. Donc, mais ce discours-là, il est très difficile à tenir aujourd'hui. Et donc il y a une séduction de la rhétorique de l'autodétermination. Et Dieu sait que je crois en cette valeur. Hein. Bon, mais elle est utilisée à des fins rhétoriques pour démanteler, y compris financièrement d'abord, des secteurs.
Donc moi, je réintroduirais en pratique le choix, la temporalité. Mais au sens politique du terme, on a besoin de rappeler collectivement que notre autonomie à tous, elle suppose des soutiens et que les institutions, elles ne sont pas contradictoires, mais la plupart du temps, elles sont en soutien à notre autonomie à tous, les uns aux autres, mais de groupe aussi, collectif. Merci. Alors, une dernière... Merci. Alors, une dernière petite question pour conclure cette table ronde et une petite tout nette question. Oui, Sonia Inou, vice-présidente de l'UNAPEI, merci beaucoup pour vos interventions. Alors c'est une toute petite question et vous n'aurez pas beaucoup de temps pour y répondre, mais vous avez parlé beaucoup de soutien. Alors on parle de soutenir la capacité d'agir, de dire et de faire des personnes. On a parlé d'autonomie et d'autodétermination. Donc l'autonomie, on est bien d'accord, elle est contextuelle, donc elle a besoin d'un certain nombre d'outils. Par rapport à l'autodétermination, on est plutôt dans la capacitation de l'environnement, rendre un environnement très capacitant. Et par contre, vous avez parlé de protection. Alors, si on parle d'environnement capacitant, protection, pour moi, ça me gêne un petit peu, parce que du coup, on rentre dans un discours plus protectionniste. Alors, est-ce que vous voulez entendre parler de protection par rendre un environnement très capacitant au niveau des personnes, au niveau des coopérations et des collaborations entre les différents acteurs, ou vous parlez vraiment de la protection telle qu'elle était définie il y a quelques années? Oui, je change un peu subrepticement le sens de protection, parce que pour moi, protéger autrui, c'est protéger ses intérêts, sa sécurité, son intégrité, mais c'est aussi protéger ses droits. Est-ce que c'est pas plutôt le soutenir justement dans l'exercice de ses droits et pouvoir en jouer? Moi, ça me choque pas, parce que je pense qu'on est tous et toutes fondamentalement vulnérables et fondamentalement capables, et le fait qu'on s'entre-protège les uns les autres me choque pas. Mais j'entends que compte tenu de l'histoire du terme et protection paternaliste, maternaliste, ça puisse être gênant. Moi, j'aime bien l'utiliser quand même dans ce sens large, parce que si l'objectif de l'autodétermination, c'est l'épanouissement, permettre à chacun de trouver et de vivre la forme de vie qui lui convient, dans laquelle il se retrouve, à laquelle il aspire. Cet accompagnement dans l'épanouissement, de temps en temps, il nécessite des protections. L'intervention de tiers qui veillent et qui parfois veillent pour nous. Moi, un exemple très concret, très personnel, vous voyez pourquoi je dis ça, mais il y a des moments où, quand je suis extrêmement fatigué, quand je travaille énormément et que je dors peu, de temps en temps, ma pensée, ma façon de m'exprimer, elle perd de la maîtrise. Avoir quelqu'un près de vous, à ce moment-là, c'est un membre de votre équipe, un membre de votre famille qui vous dit « là, tu es en train de perdre de ta lucidité ». C'est un élément extérieur. Vous pouvez le prendre comme une atteinte à votre liberté, mais moi, je trouve qu'à ce moment-là, c'est protecteur, ça me protège un peu contre moi-même, au sens où quelque chose que ma fatigue, mon enthousiasme du moment fait que je perds de la maîtrise, je perds du contrôle et je perds de la pertinence. Et donc, c'est pas qu'on vient me protéger contre moi-même et m'imposer une contrainte qui répond à d'autres objectifs, à la paix sociale, vous voyez, bon, mais c'est pour moi-même, c'est une protection qui va authentiquement me protéger moi et me permettre que cette autonomie qui s'exerce dans d'autres contextes, là, elle se dévoie pas, elle se perde pas. Donc ça me gêne pas de dire qu'on a besoin de protecteurs et de s'entre-protéger les uns les autres. C'est un des visages de la solidarité. Et après tout, ça a été extrêmement bien dit en introduction, la protection sociale et l'autonomie, c'est pas contradictoire. Et une des choses qui font qu'on peut vivre nos vies de manière autonome, c'est qu'on sait qu'on a une protection sociale contre plein de choses. Donc moi, je comprends que rhétoriquement, et pour clarifier les choses, il s'agit de dire et d'expliquer aux professionnels, vous ne devez plus être dans une logique de protection au sens paternaliste et on passe dans une logique d'autonomie. Il me semble malgré tout que le modèle qu'on essaye d'inventer en France, qui n'est pas le modèle autonomiste d'autres pays, qui est beaucoup plus un modèle de client, de
prestation de service. Pour moi, là, voilà, j'aurais tendance à assumer, c'est peut-être un peu vieux jeu, mais à assumer quand même que protection conserve un sens, à condition que ce qu'on protège, ce n'est pas les intérêts seulement de l'institution, ce n'est pas ses intérêts propres, ce n'est pas sa sécurité de directeur qui veut éviter les risques et une mise en cause de sa responsabilité. On protège la personne, elle-même aussi. Peut-être, mais moi j'aime bien les mots de la langue courante que tout le monde, même quand on sort de la salle, vont utiliser. Et protection me choque pas. Mais voilà. Mais j'entends bien ce que vous dites. Voilà. Je me permettrai, avant qu'on termine, je pense à notre chère et regrettée Lassène, de nous aussi, lors d'un colloque qui disait la protection, j'en ai besoin, mais je la choisis. C'est moi qui dois décider quand je dois être protégée, par qui je dois être protégée et comment je dois être protégée. Voilà, c'était peut-être votre discussion me faisait penser à Lassène, qui nous a quittés et qui avait à chaque fois des propos très intéressants sur ces questions-là. Donc, merci beaucoup pour cette première table ronde. Merci infiniment à Christine, merci infiniment à Fabrice.